choisir les variables à inclure dans un modèle de machine learning, dans la littérature, on a 5 principales approches. On a l'approche manuelle qui va consister à recueillir l'avis des experts, faire la revue de la littérature pour pouvoir choisir les variables les plus pertinentes. Sur cette approche-là, on conserve uniquement les variables qui sont bien renseignées, c'est-à-dire la proportion des valeurs manquantes ne doit pas être supérieure à 30%. Après avoir appliqué cette approche, la seconde approche consiste à faire l'approche statistique ou encore l'approche par filtrage qu'on verra dans cette vidéo. On va détailler ensemble comment sous Python vous pouvez mettre en place l'approche par filtrage pour pouvoir choisir vos variables les plus pertinentes en vous appuyant sur la règle du code. Je vous laisse avec mon notebook et on se retrouve juste à la fin pour pouvoir résumer l'ensemble. Nous sommes sur mon notebook, on va voir ensemble étape par étape comment mettre en place une approche par filtrage pour pouvoir sélectionner des variables pour vos modèles de machine learning. On commence bien évidemment par importer les packages Panda, NumPy. Ce qui est nouveau ici par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de ce challenge, c'est les modules Feature Selection de Scalene qui est très intéressant lorsqu'on veut sélectionner des variables. Dans ce module, on va choisir Select KBS, vous allez voir l'utilité. Fclassif, on verra comment utiliser ces deux éléments. On va charger une base de données qui est déjà disponible dans Scalene qui est Breast Concert. Avec colonnes, vous avez l'ensemble des noms des colonnes, des variables explicatives disponibles. X, ce sont les valeurs en fait des variables explicatives. Si j'affiche ça là, vous allez voir, c'est juste une matrice avec l'ensemble des valeurs explicatives. Et Y, c'est la variable à expliquer qui prend 1 ou 0 dans un modèle de classification. Donc, on va commencer tout de suite avec la première approche qui est la sélection basée sur la variance de nos variables. En fait, en général, lorsqu'on fait un modèle de machine learning, on doit se rassurer que les variables qu'on choisit ont une bonne variance. Parce que s'il n'y a pas de variabilité, ça suppose que la variable ne discrimine pas bien le phénomène qu'on cherche à étudier. En gros, ici, on a deux modalités 0 et 1. Donc, si la variance de la variable qu'on étudie est nulle, ça veut dire que tout simplement que cette variable n'est pas explicative. Donc, en général, première étape, on va se baser sur un critère de variance, éliminer toutes les variables qui n'ont pas une bonne variance de la base de données. Ici, on va calculer la variance en fait de l'ensemble des caractéristiques de notre base de données. Ensuite, on va les classer et on va représenter le graphique. Donc, en gros, vous allez voir déjà que les variables qui ont une bonne variance sont les deux premiers ici. Worst area et mean area. Donc, on voit déjà à peu près quelles sont les variables qui ont une grande variance. Parce qu'en général, plus la variance est importante, peut-être c'est dû au fait que les deux modalités se séparent. Donc, on place comme ça pour pouvoir sélectionner. En fait, on va choisir un seuil de matérialité à partir de quand on considère que la variance a une bonne variabilité. Bon, ici, j'ai choisi un seuil aléatoire comme ça. Vous pouvez mettre 10%, moins 6, 10%, moins 7. Il n'y a pas de règle fixe, mais plus c'est bas, mieux c'est droit. En fait, si une variable n'a pas une grande variance, on ne l'introduit pas dans notre modèle ici. Ensuite, j'utilise variance threshold qui vient toujours de feature selection. Je vous ai dit, ça permet de sélectionner les variances, toutes les variables qui n'ont pas la variance du seuil choisi. Donc ici, une fois que j'exécute ceci, vous allez voir les variables qui m'auront sélectionné en fait. Vous pouvez comparer ici, vous allez vous rendre compte qu'en général, ce sont les premières variables qui sont ici. Parce que ce graphique en fait classe toutes les variables en fonction de leur variance. Et là, ça m'a choisi les variables ayant les variances qui sont supérieures au seuil que j'ai défini. Donc, retenez juste que la première approche, c'est on choisit l'ensemble des variables qui ont une bonne variabilité. On ne veut pas mettre dans nos modèles les variables qui sont des constantes. Un modèle avec des constantes, ce n'est pas un modèle. Une fois qu'on a mis en place l'approche basée sur la variance, la deuxième approche à mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'ANOVA, une approche basée sur l'ANOVA. Parce qu'ici, on a une variable explicative qui est binaire 0, 1, et l'ensemble de nos variables à expliquer sont quantitatives. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'ensemble des X qui sont là, c'est quantitatif, vous voyez, tout est quantitatif. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a une variable qualitative qui est Y et toutes les variables quantitatives, ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir choisir les variables, c'est faire le test d'ANOVA entre la variable Y et toutes les variables X, les classer par ordre croissant et à partir d'une règle de code, choisir les meilleures variables. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, ici, on a toujours la base de données, on a XY, on va utiliser select KBS qui va nous permettre, avec le score function ici, qui est Fclassif, va nous permettre de mettre en place une ANOVA sur toutes les variables. On applique bien sûr un fit transform là. On récupère tous les scores, c'est-à-dire la statistique des tests d'ANOVA. Et on va les classer en fait par ordre croissant, donc du plus gros au plus petit. Plus la taille de test est importante, plus on peut croire que la variable est liée à la variable explicative. Donc, j'exécute ce code, vous allez voir ce qui va se produire. C'est un peu comme en ACP en fait. On va faire une règle de coupe tout simplement. Donc, on va voir comment est-ce que ce score ANOVA évolue. Lorsqu'on va détecter un code, ce sera le nombre de variables optimales qu'on aura sélectionnées. Donc ici, par exemple, bon, il y a un courbe ici, mais je trouve quand même que 4 variables, c'est petit. C'est la raison pour laquelle lorsque je écrase, par exemple, une courbe ici, vous allez vous rendre compte qu'ici, on a une chute significative. C'est la raison pour laquelle je vais décider, avec cette approche,
de choisir toutes les variables qui sont juste là, parce qu'à partir d'ici, la chute est importante. Donc, pour pouvoir faire mon modèle, je peux choisir les variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux choisir 10 variables. Donc, on se base sur le test d'ANOVA, on classe suivant la statistique de test et on prend le nombre de variables avant le code. Parce que si on fait select KBS, comment est-ce qu'on choisit le cas? Avec la règle du code, vous pouvez choisir le cas. Une fois que vous avez choisi votre cas ici, maintenant on peut l'appliquer. En fait, on peut réappliquer le select KBS. On met F classé pour dire on veut faire une ANOVA. K égale à 10. Parce que j'ai vu ici que 10, c'était le nombre optimal. Et j'exécute. Et vous allez voir qu'avec select KBS, il vous ressort l'ensemble des variables qui respectent le critère que vous avez choisi. Toutes les variables qui sont supérieures à... Bon, toutes les 10 premières variables qui expliquent le mieux la variable Y suivant le score ANOVA. On sait tous que pour pouvoir faire un test d'ANOVA, il faut respecter deux choses. Déjà, premièrement, la normalité. Lorsqu'on fait l'ANOVA, il faut que la distribution des variables explicatives soit normale, la variable explicative soit normalement distribuée. Deuxième point, l'hypothèse d'égalité de variance qu'on doit faire avec le test de Leuven. C'est la raison pour laquelle, en plus de faire mon ANOVA ici, après avoir fait ceci, je dois mettre en place ces deux tests. J'ai déjà mis un code automatique qui me calcule en fait qui fait le test de Leuven pour l'égalité des variances et qui fait également le test de Shapiro ici pour la normalité. Et ici, automatiquement, ça me dit si la normalité et l'égalité des variances est vérifiée. Vous voyez bien que pour la plupart des cas, ce n'est pas vérifié. Donc, si ces deux critères ne sont pas vérifiés, au lieu de mettre en place une stratégie basée sur l'ANOVA, vous devez utiliser un test non paramétrique. En l'occurrence, on a vu dans la vidéo qui s'affiche juste là, le test de Kruskal-Wallis. Je vais voir, c'est le même principe. Pour Kruskal-Wallis, malheureusement, ce n'est pas encore implémenté dans Select KBS. Pour pouvoir mettre en place le Kruskal-Wallis, on va définir nos propres fonctions qu'on va introduire dans Select KBS de Scikit-learn. Score function dans Scikit-learn, c'est la fonction à partir de laquelle vous voulez scorer. Donc, vous pouvez définir n'importe laquelle. Ici, on va définir bien sûr le Kruskal-Wallis. Donc, dans Stat, on prend Kruskal. Dans notre Select KBS, au lieu de mettre F classif comme tout à l'heure, ici, on va créer une fonction lambda qui va tout simplement calculer la statistique de ce test de Kruskal-Wallis entre l'ensemble des variables explicatives et la variable à expliquer Y. Plus le score Kruskal-Wallis est élevé, plus la variable est explicative. Et pareil qu'en ANOVA, on va faire un graphique pour les classer suivant ce critère-là, choisir les variables avant un code. J'exécute le code, vous allez voir ce que ça donne. Allons-y, tac, vous voyez. Bon, le graphique est à peu près différent. On voit bien qu'il y a un coude évident ici. Vous voyez que la chute est brutale à partir d'ici. Donc, je peux dire en fait qu'en général, pour cette approche, je peux choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables ici. Parce qu'à partir de là, on a une cassure brutale. Donc, les 10 premières variables sont les variables les plus explicatives. Après, c'est à vous d'assurer la cohérence entre la première approche ANOVA et la seconde. Donc, ici, comme j'ai 10 approches, je fais la même chose en fait. Select KBS, je remets ma fonction lambda et je mets k égale à 10. Ici, j'avais mis k égale à all, comme ça, il va appliquer cette fonction à toutes les variables. Donc, k égale à 10, j'exécute. Ça me donne en fait l'ensemble des 10 premiers features que vous avez là. Vous avez le nom ici. Lorsque vous avez choisi ces meilleures variables, maintenant, vous pouvez appliquer votre modèle. Vous montrer comment vous faites. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement récupérer le nom de ces features et entraîner votre modèle de régression logistique, par exemple. On va faire la régression logistique dans cette vidéo. Là, c'est juste pour montrer comment ça marche. En gros, ici, j'ai d'abord fait un speed train test. Ensuite, j'ai appliqué uniquement sur l'ensemble des meilleures features, donc best features qui viennent d'ici, en fait. Selected features, je prends les meilleures features. Et après ça, j'exécute ma régression logistique. Et j'ai ici ma précision 0,94. Bon, ça, c'est pas très important. L'idée, c'est de vous montrer qu'une fois qu'on a sélectionné les meilleures variables avec soit Kruskal-Wallis, soit ANOVA, on peut appliquer la régression logistique. Donc, ce qu'on a vu ici, ça marche uniquement si on a des variables explicatives, quantitatives et une variable à expliquer qualitative. Imaginez-vous dans votre base de données, toutes les variables sont qualitatives. Le principe est le même. Pour les variables qualitatives, on a vu qu'il faut mettre en place un test de Q2. Principe même, on va déjà discrétiser toutes les variables parce que dans ma base de données, j'ai uniquement les variables quantitatives. Donc, il y a cette classe K-Beans discrétiseur de Scikit-learn qui vous permet de discrétiser. Donc, toutes les variables quantitatives, le code ici, vous permet de discrétiser. Ensuite, je transforme cela en variable qualitative. Attention, bien sûr, j'ai fait une discrétisation par quantile, mais ce n'est pas ce que je recommande en pratique. On verra plus en détail plus tard comment est-ce qu'on fait des discrétisations efficaces. Donc, j'ai discrétisé mes variables. Ensuite, une fois que j'ai discrétisé mes variables, j'applique mon test de Q2 en toutes les variables. Ici,
Dans Select KBS Score Function, on met la fonction qu'on veut mettre en place ici, c'est qui de. Avant, on avait mis F classique pour pouvoir mettre la Nova. On a créé une fonction lambda pour pouvoir mettre le Kuskawalis. Pour qui de, vous avez tout simplement qui de qui existe déjà. Et je le fais sur toutes les variables. Après, je fais toujours même règle de coude. On voit bien qu'avec le qui de, on peut avoir un coude ici, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Ou bien là. Donc, choisissez l'endroit où la cassure optimale et choisissez cette variable pour pouvoir les mettre dans votre base de données. On a juste vu ensemble que le KID vous dit juste qu'il y a une relation, mais ça ne vous donne pas l'intensité de la relation. Donc, vous pouvez mettre la même stratégie pour faire un crameur. Pareil, je définis une fonction crameur qui est là, ici, tac, j'exécute. Je refais ma discrétisation et ensuite je classe l'ensemble des variables suivant le crameur. On a vu ensemble que plus le crameur est élevé, plus l'intensité de la relation est forte. Donc, avec le crameur, je vois qu'il y a quand même une cassure ici. Bien, ici, je peux m'arrêter peut-être quelque part là. C'est aussi une dizaine de variables et c'est assez cohérent. En dehors du crameur, vous pouvez également mettre en place ce qu'on appelle le Chupro, qui est une généralisation un peu du crameur lorsque le nombre de modalités est différent. Pareil, tac, on classe suivant ce critère et on choisit à partir du coude. Donc là, pareil, le coude, c'est ici. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez dans cette approche, c'est que l'idée, c'est de mettre en place la relation entre les deux variables, les variables explicatives et la variable expliquée, les classer de ordre par ordre croissant de pouvoir explicatif et choisir le nombre de variables optimales à l'aide d'un coude. Parce qu'on ne peut pas savoir le cas, c'est combien. La règle qu'on peut utiliser, c'est une règle du coude. Une autre approche qui est très intéressante, qui n'est pas souvent très connue, c'est l'information value. C'est quoi l'information value? En fait, c'est cette grandeur qui vous donne la capacité prédictive de vos variables. En général, on l'applique sur des variables qualitatives. Donc, si vous voulez mettre en place une IV, ici vous avez la formule, je ne vais pas parler de la formule, vous pouvez discrétiser d'abord vos variables et ensuite l'appliquer. Lorsque l'IV est inférieur à 0,01, la variable n'a pas un bon pouvoir prédictif. En général, pour avoir un bon pouvoir prédictif, il faut que l'IV soit entre 0,3 et 0,5, supérieur ou égal à 0,5. Le pouvoir prédictif est très fort. Donc, vous pouvez classer toutes vos variables suivant l'IV et choisir également les meilleures avec l'option KBS. J'exécute mes fonctions, pareil là. Et j'ai ma courbe. Donc, vous voyez, ici, on a un peu un courbe. J'aurais du tendance à mettre le courbe de quelque part là. En général, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre en place l'ensemble des approches et faites une combinaison pour pouvoir choisir les meilleures variables. Pour finir, ici, je vous ai mis l'ensemble des méthodes qu'on peut mettre en place sur le filtrage. Là, on a vu KID, on a vu VLCRAM, on a vu Chupro, on a vu ANOVA, on a vu Kuskawalis, on a vu la variance. Vous pouvez également mettre en place Select KBS avec un Pearson en mettant en place une règle de coude. Vous pouvez mettre en place avec Wilcoxon, bref, toutes les tests statistiques des variables qu'on a vu en place. Vous pouvez mettre en place vos Select KBS avec cela et choisir votre nombre de variables optimales. L'un des inconvénients de l'approche univariée, c'est que ça ne prend pas en compte les interactions entre les variables. Donc demain, on va voir ensemble comment choisir les variables sur le plan multivarié. En attendant, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite hier ici qui vous explique toutes les approches qu'on peut mettre en place pour pouvoir sélectionner les meilleures variables. Vous pouvez également regarder ici pour voir les étapes de construction d'un modèle de machine learning. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'aventure. Prenez bien soin de vous et à demain. Bye.